Bonjour à tous. Je remercie très chaleureusement les organisateurs de cette réunion qui nous reçoivent tous ici pour ce centenaire de Paul Feyerabend et cette journée qui est consacrée à la réflexion autour de ce qu'a pu produire Paul Feyerabend et qui a une signification très particulière pour nous. Je vais parler en français parce que j'avais écrit mon papier originellement en français. Que je l'ai écrit comme beaucoup de gens au tout dernier moment évidemment je n'ai pas pensé à faire une traduction tout de suite et ça ferait un peu mauvais genre. Donc merci à tous pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez à cette réunion. J'avais donné une petite introduction sur le thème sur lequel je parlerai, c'est science et réalité chez Paul Feyerabend. Et je parlerai d'un certain nombre de choses assez rapidement parce que nous avons l'intention de faire une réunion qui soit plus conviviale, un peu moins docte, euh, managée par le professeur Ben Maklouf qui est ici. Et donc je parlerai à peu près 20 à 25 minutes de ce thème. Donc, pour le plan de l'exposé que je vais faire, je vais commencer par étudier ce qu'est le thème de la réalité chez Paul Feyerabend. Parce que si on décide de parler de la réalité, il faut que ce thème puisse être intéressant et concerne quelque chose de particulier chez Feyerabend. C'est ce que je vais commencer d'abord par explorer. Ensuite, quand on dit que la science rend compte de la réalité, qu'est-ce que ça veut dire rendre compte? J'en parlerai en expliquant que c'est une histoire de la philosophie des sciences. Est-ce que cette histoire est l'histoire de la rationalité scientifique? Et j'essaierai de comprendre ce que les philosophes ont à dire de la rationalité scientifique. Je vais essayer d'être peu long pour que nous tenions dans le temps qui correspond. Maintenant, comment rendre compte? Qu'est-ce que les philosophes disent qu'on fait quand on rend compte de la réalité? Quand on pense que la science rend compte de la réalité, comment fait-on? Et est-ce que tout ceci tient? Et un quatrième morceau de mon propos concernera ce qu'est la réalité. Quand on dit qu'on rencontre la réalité, qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que euh, l'orthodoxie philosophique et scientifique pense que la réalité est et comment Feyerabend s'oppose radicalement à ce genre de choses. Et qu'est-ce que ça a à nous dire? Je ferai dans ce point deux ou trois choses sur comment il comprend la réalité et quelles en sont les conséquences. Donc une théorie du réalisme que je ne développerai pas, mais qui est une philosophie de l'abondance, et je dirai à quoi ça ressemble. Puis je conclurai par quelques remarques sur les grands enseignements qu'on peut tirer de Paul Feyerabend, qui sont souvent à l'opposé de ce qu'on croit qu'il dit, parce qu'en général, on s'arrête au titre de ses livres, à Dieu la raison contre la méthode, etc., et on croit avoir tout compris. Paul Feyerabend a souvent été décrit comme étant l'enfant terrible de la philosophie des sciences et comme un adversaire invétéré de la science. En général, c'est plutôt l'inverse quand on étudie ses travaux, mais cela implique de comprendre bien ce que c'est que la science et ce que dit Feyerabend. La science est réelle et non pas l'idéologie de la science. Donc c'est un peu près ce que je vais dire. Je dirais deux ou trois mots sur pourquoi ça concerne l'Afrique, parce que ça se passe ici. Ça se passe ici au Maroc. Pourquoi ceci concerne l'Afrique? Parce qu'après tout, on peut dire que Paul Feyerabend est un philosophe viennois. Et comme je dis souvent pour m'amuser, il parle peut-être de viennoiserie. euh, euh, et c'est un philosophe américain. Pourquoi ça concerne l'Afrique? Et on verra sur les deux, trois petites choses que je veux dire que ça concerne beaucoup l'Afrique. Maintenant, je commence par le premier point. Quelle est la place de ce thème de la réalité chez Paul Feyerabend? Ce sujet de la réalité obsède Paul Feyerabend depuis toujours. Il ramène à ses premiers amours. Il écrivait déjà sur la réalité quand il était sur le front de guerre dans ses petits carnets. Et vous savez que la guerre a beaucoup compté pour Paul Feyerabend, il s'y est blessé, etc. Et il en a tiré toute une théorie de la médecine. Je ne vais pas commenter là-dessus. Je reviendrai s'il y a des questions. Ces préoccupations qu'il avait déjà tout jeune se retrouvent dans son brûlot contre la méthode, où il parle beaucoup de ce sujet. Dans le pendant de ce brûlot, Science in a Free Society, où il répond aux critiques qui ont été adressées
contre la méthode, à l'extension de ces réponses dans À Dieu la raison, dont tout le monde voit bien comment le fil de la philosophie de Feyerabend va s'établir. On les retrouve aussi dans ses Philosophical Papers, et en particulier dans les travaux qu'il écrit sur la mécanique quantique. Vous savez, tout le débat sur la complétude, l'incomplétude de la mécanique quantique, il est justement autour de quand rencontre-t-on la réalité, quand ne la rencontre-t-on pas. Si on la rencontre, la mécanique quantique est complète. Si on ne la rencontre pas, la mécanique quantique n'est pas complète. Est-on du côté de Bohr ou du côté d'Einstein? Feyerabend est définitivement du côté de Bohr. Il dit retour à Bohr, ce qui est tout à fait paradoxal, puisque le retour à Bohr, c'est le retour à une forme d'instrumentalisme, c'est-à-dire à l'idée que la science ne dit peut-être pas toute la réalité, alors même que Feyerabend est une sorte de réaliste, en pensant qu'il faut aller vers la réalité, se tenir le plus près de la réalité. Voilà le genre de position d'équilibre que l'on trouve chez Feyerabend. On trouve encore ce thème de la réalité à la fin de la philosophie de Feyerabend dans ses derniers livres, et en particulier dans Killing Time, qui est son autobiographie intellectuelle, dans The Conquest of Abundance, et dans The Tyranny of Science. Et cette deuxième partie est plus philosophique, plus métaphysique en quelque sorte, alors que la première partie était plus épistémologique et plus épistémique et plus méthodologique, donc comment procède la science et la contestation de toutes ces choses. La deuxième partie est un peu plus métaphysique parce qu'il s'intéresse à qu'est-ce que c'est que la nature, quel est le sens de la nature, est-ce que la nature est univoque, etc. etc. Bien. Pourquoi ce thème est-il important pour Feyerabend? Parce que, comme on vient de l'évoquer, il traverse toute l'œuvre de Feyerabend, ce thème, de part en part, et que plusieurs des développements de sa philosophie sont directement liés à ce thème. Donc, si on suit ce thème, on peut reconstruire la généalogie de la philosophie de Feyerabend, et on peut voir comment les livres s'alignent et comment la position de Feyerabend varie légèrement de temps en temps sur ce sujet. Je ne le ferai pas parce que ce serait trop long. Mais on peut déjà dire que ce thème de la réalité est comme le fil rouge de la philosophie de Feyerabend. Et si on suit ce fil rouge, on peut articuler ce que ce philosophe a l'esprit déroutant, ce qui ne lui aura valu pas que des amis avaient à nous dire. Significatif en ce sens est son introduction aux deux premiers volumes des Philosophical Papers, qui regroupent les textes parus entre 1958 et 1968 pour le premier, et entre 1955 et 1980 pour le deuxième. Alors que l'introduction à cette somme qui présente cet important texte porte justement pour titre le réalisme scientifique et le réalisme philosophique, et on voit que ce thème de la réalité est tout à fait présent. Il n'est pas étonnant que quand Feyerabend fait sa propre récapitulation en présentant ses travaux, il retient le thème de la réalité comme un des trois thèmes qui vont diriger sa philosophie, les deux autres thèmes étant la critique et la prolifération. Et Feyerabend fait des chaînes, on peut partir de la réalité, on peut partir de la critique pour aller vers la prolifération, pour aller vers la réalité, on peut aussi faire la chaîne inverse, et à la fin de sa vie, il dira qu'on peut partir des modes de vie des gens, c'est là que ça commence à être intéressant pour nous tous, on peut partir des modes de vie, de leur critique et de la prolifération. Bien. On aurait pu croire que le troisième volume des Philosophical Papers, auquel Paul Feyerabend n'a pas participé, puisqu'il est paru à titre posthume, s'occuperait de tout à fait autre chose. C'est notre ami Preston, Feyerabendien ici, qui l'a préparé. Il n'en est rien, puisque le livre édité par Preston réunit des textes qui traitent de l'existence des entités théoriques, question de la réalité, de la non-fondation de la connaissance. Pourquoi la connaissance n'est-elle pas fondée ni sur l'expérience, ni sur la logique, etc. Parce que la réalité qui est en arrière est complexe. Il commence à donner certaines des réponses qu'on trouvera par la suite pour n'être pas trop long. Sur ce qu'il appelle l'empirisme raisonnable, comment on ne peut pas dire sola experientia, parce que l'expérience et l'expérience seule ne nous dit pas tout. Hein, il faut avoir une grammaire de l'expérience, il faut pouvoir interpréter l'expérience, il faut pouvoir aller au-delà de ce que l'expérience a à nous apprendre, etc. Sur la validité des règles méthodologiques, ben justement, le réalisme, le matérialisme scientifique, comme l'appelle Brown, ce que j'appelle le réalisme matérialiste scientifique, explique qu'on peut fonder la rationalité scientifique sur une méthode et des règles qui sont établies. Ce que conteste justement Feyerabend avec des exemples très clairs, donc on peut revenir. Pour revenir encore à ce texte introductif qui est fort important, Feyerabend il dit consacrer
les 2 premiers volumes de cet écrit philosophique a 3 idées, je cite Feyerabend, qui ont joué un rôle important dans l'histoire de la science, de la philosophie et de la civilisation. Donc quand on parle de la réalité, on ne parle pas seulement de quelque chose qui concerne les philosophes des sciences, mais l'histoire de la science elle-même, l'histoire de la philosophie, l'histoire de la religion sont affectées directement par cette chose-là. C'est tout dire. Au-delà, on pouvait encore douter, si on pouvait encore douter de l'importance de ce thème, on remarquerait qu'il n'est pas seulement capital pour le Viennois. La preuve, les réalismes multiples qui s'affrontent en épistémologie, et je ne les rappellerai pas, Cartwright, etc., Brown, ils sont un certain nombre écrits là-dessus. En fait, doit-on noter, cette question aux 1000 conséquences de la réalité est au cœur de la démarche épistémologique. Que l'on l'entende comme un discours de la méthode, méthode pour dire quoi, la réalité, comme on l'entende comme une étude du langage, le langage scientifique, et à quoi il correspond, un langage observationnel, un langage théorique, etc. Je ne commente pas plus que ça, ou comme un appel du supplément empirique, la théorie de l'empirisme qui est derrière pour substanter nos discours sur le monde. Elle est au cœur de ce que nous accordons comme statut à la science. Et c'est l'un des enjeux de cette réflexion sur la réalité, c'est quel statut on va accorder à la science, quelle place la science tiendra dans nos vies. Parce que si on tient que la science nous dit la réalité et que la science seule nous dit la réalité, alors nous allons accorder nos vies selon la science. Si on pense que la science nous dit peut-être une partie de la réalité et que la réalité est bien plus complexe, plus mouvante et plus productive au sens linguistique du terme, au sens où la réalité produit de la réalité en abondance, le titre de Feyerabend, Conquest en abondance. Si on le tient, alors on quitte ce que j'ai appelé tout à l'heure le réalisme matériel et scientifique, et on arrive à une philosophie qui est plus ouverte, qui tient la science pour ce qu'elle est comme valeur, ce qu'elle a comme valeur, et pour ce qu'elle ne peut pas être, parce qu'il y a d'autres domaines de réalité auxquels elle n'accepte pas. J'en dirai 2 ou 3 petits mots tout à l'heure. On remarquera par exemple que sa critique récurrente contre ses contemporains a entre autres consisté à dire qu'il ne proposait pas des interprétations réalistes de la pratique scientifique. C'est ce qu'il dit de Popper, de Lakatos, etc. Mais qu'entendait-il par là? 2 petites choses. Première chose, que ce n'est pas réellement comme cela que les scientifiques travaillent. Donc on oppose à Feyerabend une image de la science qui ne correspond pas à ce qu'il appelle la science réelle. Donc ce n'est pas vraiment comme ça que les scientifiques travaillent, et que la philosophie des sciences est une étrange construction. Là, il nous dit plusieurs fois. Deuxièmement, que si l'on suivait de tels discours, ceux qui sont donnés par la philosophie de la science, ou par les scientifiques eux-mêmes, quand ils parlent de leur activité sans trop faire attention, ou bien la science disparaîtrait, ce qui serait catastrophique pour nous tous, et là on parle dans une université polytechnique, ou bien elle cesserait de prospérer. Or, il faut justement que la science progresse, il faut qu'elle prospère, il faut qu'elle produise de nouvelles activités, et la science deviendrait une activité parfaitement incompréhensible. On peut comprendre que le discours de Feyerabend consiste justement à donner une idée bien plus compréhensible et bien plus compréhensive, c'est-à-dire inclusive, de la science. Un compte rendu réaliste de cette science supposait donc autre chose que Feyerabend a essayé de construire. C'est un compte rendu qu'il a essayé de construire en échange de l'existant, ce qu'il appelle l'épistémologie traditionnelle, pour la méthode, contre la méthode, où il arrive à ce fameux anything goes, qui est le summum de l'incompréhension, parce qu'on pense que Feyerabend dit qu'il n'y a aucune méthode, que les scientifiques sont des brouillons, etc. Ce n'est absolument pas ce qu'il dit. Il ne dit pas d'abord everything goes, mais il dit anything goes. Comme je l'ai interprété par ailleurs, ça signifie que dans un contexte particulier, dans des circonstances particulières, avec des dispositions particulières, certaines méthodes marchent, d'autres ne marchent pas, et que les scientifiques se débrouillent pour essayer de trouver leur voie. C'est ce qu'il appelle l'anarchisme, ou le dadaïsme, ou l'opportunisme. Et ceci n'est pas une négation de ce que les scientifiques suivent des chemins et qui sont rationnels. C'est juste dire qu'il n'y a pas une méthode qui est suivie par les scientifiques depuis Aristote jusqu'à nous, qu'on appellerait la méthode scientifique, ce quelque chose n'existe pas. C'est ce que dit Feyerabend, qui dérange beaucoup de gens parce qu'ils pensent que la méthode scientifique est quelque chose qui est posé là et que tout le monde peut recopier. Mais c'est une différence essentielle qu'il faut faire. Et là, on arrive dans les influences qui ont marqué Feyerabend. Une des grandes influences, c'est l'influence de Michael Polanyi, sur lesquelles les spécialistes de Feyerabend ne travaillent pas souvent et qui est assez mal connu des philosophes des sciences d'ailleurs.
Michael Pollan a écrit alors plusieurs très très bons livres. Son premier grand livre s'appelle Personal Knowledge, où il explique la composante justement personnelle de la science. Et comment, et Michael Pollan, c'est quelqu'un qui se présentait pour le prix Nobel, donc il parlait vraiment de quelque chose qu'il connaissait bien. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Science, Faith and Society, où il montre quelle est la place de croyance dans la science. Et ça a beaucoup influencé Feyerabend aussi. Et il a écrit un autre livre qui s'appelle The Tacit Dimension, la dimension tacite de la science, qui est tout ce qui est dans la science, mais n'est pas articulé sous forme de règles, d'écrits, etc., qui sont des choses que vous apprenez parce que vous êtes en laboratoire, parce que vous êtes auprès d'un grand maître, qui est comme de l'influx, qui passe, etc., etc. Et cette partie-là de la philosophie, cette partie de l'influence de Feyerabend, qui n'est pas souvent beaucoup étudiée, a une importance capitale pour comprendre ce genre de choses. La position de rechange qu'a voulu comprendre, qu'a voulu construire Paul Feyerabend n'est pas toujours unidimensionnelle et uniformément cohérente. Comme il le dit lui-même, dans un débat, il y a des bons arguments de tous les côtés. C'est une des choses que dit Feyerabend, qui est une des preuves de son relativisme. La place du thème de la réalité, c'est aussi celle de ses conséquences. Parce que les positions sur la réalité qui ont une conséquence sur ce que nous pensons de la nature de la science, et elle accouche aussi d'autres conséquences sur la place, la valeur et l'autorité de la science dans un univers que l'on veut démocratique. C'est la demande de démocratie chez Feyerabend qui fait que ces dernières œuvres sont de plus en plus tournées vers cette question de la réalité et vers l'articulation métaphysique de cette question de la réalité en rapport avec ce que peut produire un discours inverse, qui est le discours que j'ai appelé tout à l'heure le réalisme matérialisme scientifique, qui consiste à dire que la nature a une structure, que cette structure peut être connue et qu'elle doit être connue par la science. Donc la science épuise le réel. Ce que dit Feyerabend, c'est exactement l'inverse. La science n'épuise pas le réel. Mais pour ça, il faut évidemment savoir ce que c'est que le réel, et ça, j'en dirai 2 ou 3 petits mots tout à l'heure. Donc l'objet de cette recherche, c'était de vous inviter à examiner quelque chose comme ce que dit Bergson, qu'un philosophe passe sa vie à essayer d'articuler une idée, et de comprendre ce qu'il en est. Chez Feyerabend, on peut dire que, pour reprendre le livre de Chalmers, qui a écrit ce livre qui s'appelle What is this thing called science? Chez Feyerabend, on peut dire que la question qui l'a intéressé depuis toujours, c'est What is this strange thing called by all reality? Tout le monde s'oppose là-dessus, hein, mais tout le monde l'appelle la réalité. Mais c'est quoi la réalité? C'est le sujet de cette chose-là. Alors, pour comprendre certaines des choses que je vais dire, mais je l'ai déjà, je vais rappeler ce que j'ai appelé avec d'autres gens, en particulier Brown, le matérialisme, le réalisme matérialiste scientifique. C'est l'équivalent de trois thèses que je vais rappeler. La première consiste à dire que si on a des affirmations scientifiques, il faut les interpréter littéralement, c'est-à-dire que les affirmations scientifiques disent ce qui se passe dans la nature et dans le monde. Non pas, ce n'est pas une métaphore, c'est une interprétation directe. Ça a toutes sortes de conséquences qu'on peut étudier par la suite. La deuxième thèse consiste à dire que les affirmations scientifiques constituent la connaissance du monde. Il n'y en a pas d'autre. La connaissance du monde, la bonne connaissance, ou en tout cas son approximation la plus intéressante, c'est la connaissance scientifique. La troisième affirmation consiste à dire que la science explore un monde qui est indépendant de l'esprit et qui a une structure qui est déterminée. Et si on trouve cette structure, ben on a tout trouvé. On verra avec Feyerabend que il conteste les 3 thèses. Bien. Maintenant, qu'est-ce que rendre compte? Qu'est-ce que rendre compte? C'est le deuxième point de mon intervention. Qu'est-ce que rendre compte? On peut l'énoncer à ce niveau de manière simple et grossière. La science dévoile le réel ou inscrit dans cet agenda. Les résultats de la science nous disent ce qu'est le réel et comment il est fait. Du moins, c'est ce que nous supposons. Et si ce n'est pas acquis, si ce n'est que partie remise. Donc, ceux qui croient en la science ou en l'idéologie de la science pensent que de toute façon la science épuisera le réel. Le développement futur de la science y arrivera nécessairement. En conséquence, plus la science avance, plus on approche l'intimité du réel, avec la conséquence de la connaissance de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Il n'y a pas d'autre voie de salut. Il n'y a pas d'autre voie de salut. Il y a justement le dogmatisme qu'attaquera Feyerabend toute sa vie. Alors, l'épistémologie traditionnelle à laquelle s'oppose Paul Feyerabend comprend rendre compte par
le fait que la science se propose de mettre en intelligence le monde, d'en faire un cosmos, donc avec des lois, et donc de produire soit une explication pour les sciences de la nature, dans le nomologique, etc., soit une compréhension pour les sciences de l'esprit, mais qui ont toujours quelque chose de rationnel à propos de la réalité. Cette idée de la rationalité est une idée extrêmement importante, parce que ce qu'on opposera aux autres cultures, aux autres manières de voir le monde, c'est leur irrationalité, justement. Et la philosophie des sciences raconte cette histoire de la rationalité et les diverses variantes de cette rationalité. On l'aura compris, l'existence de rationalité est, quoi qu'il en soit, toujours considérée comme allant de soi. Elle est d'emblée considérée comme la caractérisation propre de la science. La science est une entreprise rationnelle et elle en est la différence spécifique, ou du moins le visage. Si on veut voir là où s'incarne la rationalité, il faut aller dans la science. C'est son incarnation parfaite. Là où les problèmes commencent, c'est quand on essaye de définir cette rationalité. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Comment la définir? La difficulté se reflète dans un fait simple qui est facile à repérer. Toute l'histoire de l'épistémologie peut être lue comme une tentative souvent reconduite de répondre à cette question. On remarquera à ce niveau que chaque fois qu'on essaye d'aller plus loin, les difficultés commencent. Parmi les propositions qui ont été faites pour comment rendre compte, on pense entre autres au modèle Popper-Hempel-Oppenheim, le modèle de l'explication, pour les sciences de la nature. On pense à la théorie de la reconstruction rationnelle telle qu'on la trouve chez Popper dans un livre qui s'appelle The Poverty Historicism, pour les sciences de la culture. On pense aux propositions de Dilthey à propos des sciences de la culture sur l'ère Leibniz, etc., ou de Rickert, Henry Rickert, pour les mêmes sciences. On pense à l'inductivisme de Carnap. Les sciences viennent, il y a l'expérience, et de l'expérience on tire les théories, etc. Cet inductivisme qu'on trouve dans les livres comme Logical Foundations of Probability ou dans The Problem of Inductive Logic, qu'on trouvait dans le cercle de Vienne parce que ça permet d'avoir une fondation très ferme de la science sur l'expérience, ou chez les héritiers de l'empirisme dur, des gens comme von Neuhaus, ou à l'abductivisme d'un Peirce. L'abductivisme, l'abduction, on a la réponse, et de la réponse on reconstruit le chemin pour arriver à l'explication, etc., etc. Sur tous ces points, je renvoie à un très beau livre qui a été fait par Lakatos et par Feyerabend, qui s'appelle For and Against Method, et en particulier à la partie qu'a écrite Lakatos, qui a été reconstruite de Lakatos. Enfin, c'est un livre un peu étonnant. Alors, le livre a été fait par un Italien. On a toujours des Italiens qui font des choses très intéressantes. C'est un type que je connais qui s'appelle Matteo Motorlini, qui a reconstruit donc l'échange qui a produit contre la méthode. Et c'est l'objet de toutes les incompréhensions qu'il y a avec ce livre-là. En fait, ils avaient un projet commun, d'un côté Lakatos, de l'autre côté Feyerabend, et ils voulaient écrire quelque chose autour de la raison. L'un allait donner les arguments les plus extrêmes en faveur de la raison, et l'autre allait donner les arguments les plus extrêmes contre la raison. Malheureusement, Lakatos meurt. Et donc Feyerabend se retrouve avec une partie de l'argument. Donc cette partie de l'argument ne reflète pas toujours clairement les positions de Feyerabend. Même si ça n'est pas clair que Feyerabend s'en détache beaucoup aussi. Donc tout ça c'est à peser de manière très bien. Mais Lakatos, dans ce livre, parle d'une chose extrêmement intéressante qu'il appelle le code de l'honnêteté intellectuelle. Mais ce code de l'honnêteté intellectuelle, code of intellectual honesty, ce code de l'honnêteté intellectuelle nous dit exactement ce que nous mettons dans la rationalité. Si nous sommes inductivistes, nous savons ce que nous y mettons. Mais si nous sommes un rationaliste comme Popper, nous savons aussi ce que nous y mettons. Si nous sommes un inductiviste comme Peirce, nous savons aussi ce que nous mettons. Chaque fois, la rationalité n'a pas le même visage et ça varie selon les écoles. Bien. Alors, pour voir comment c'est compliqué, on peut évoquer certaines des réponses qui ont été données à cette chose. Est-ce que quand on dit rationalité, on parle des règles que suivrait la démarche scientifique? C'est l'intuition qui est la plus partagée. La science est une entreprise encadrée par des règles. Dans la science, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà l'idée. Donc la science suit des règles qui peuvent être éventuellement clairement énoncées et même constituées dans un corpus. Voici le corpus, ce que suivent les physiciens quantiques. Et leur suivi témoigne de la rationalité de la démarche. Mais est-ce que c'est exact? Ce sont des choses dont a discuté Feyerabend. Ne se peut-il pas que dans la science aussi, on soit comme dans la langue, où on ne marche pas avec sa petite grammaire dans la poche
pour regarder dans son livre de grammaire quelle phrase on doit dire et si elle est correcte. La science est une pratique. La réponse de Feyerabend est qu'on a beau chercher ce corpus de règles de la science, ce corpus n'existe pas. Quoique, sur la langue, il peut avoir un surinterprété Benjamin Leaworth et d'autres. Mais je n'irai pas dans ce sens. La science, dit-il, n'obéit pas à des normes stables. Ça, c'est un sacré problème pour tous ceux qui pensaient que c'était clair. Les normes scientifiques sont sujets au procès de la recherche elle-même et elles sont évaluables dans le procès de la recherche. Le processus scientifique n'est pas guidé de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce qui signifie que quand on opposera la science à quelqu'un, on ne peut pas lui opposer quelque chose qui a une valeur qui est établie sans parti pris. Attention, le suivi des règles de la science nécessite qu'on accepte les règles de la science. De même que le fait de se mettre en marche de la science suppose qu'on se mette hors. D'où la question de que devient l'écriture non scientifique, qui a beaucoup intéressé Paul Feyerabend, là aussi influencé par des anthropologues qui l'ont beaucoup influencé, ou parlent de diffusionnisme, etc. Je ne vais pas y aller parce qu'on n'aura pas le temps. Deuxième chose, je viens de parler des règles. Deuxième manière d'entendre la rationalité scientifique, c'est l'exercice de la critique. Alors, pour tout le monde, les scientifiques sont des gens extrêmement critiques. Sur ce point, Feyerabend peut suivre le discours dominant, mais jusqu'où peut aller la critique? Jusqu'où peut-elle aller? Dans une connaissance sans fondement, Knowledge Without Foundations, qui est son premier livre, il dit que l'attitude critique distingue la science. Mais dans ce même livre, il compare déjà la science au vaudou, au mythe, etc., etc. Mais il dit que l'attitude scientifique distingue la science. Sur ce point, il est d'accord avec à peu près tout le monde. Mais jusqu'où? Popper aussi dit que l'attitude scientifique et l'attitude critique distinguent la science. Mais Popper n'est pas d'accord pour qu'on critique tout. Par exemple, il n'est pas d'accord pour qu'on critique la logique déductive. Pourquoi? Parce que la logique déductive est l'organon de la critique. Et si vous critiquez l'organon de la critique, il n'y a plus de critique du tout. Feyerabend rejette un tel argument. Il dit que il rejette un tel argument. Il dit que on n'a pas, on invente la logique dont on a besoin. Les gens de la mécanique quantique l'ont fait. Ils ont inventé une autre logique pour la mécanique quantique. Donc il n'y a aucune obligation que l'on suive ce que dit Popper. Si vous prenez la Katoche, il vous explique que dans la méthodologie des programmes de recherche scientifique, il y a ce qu'il appelle le firm core, le noyau dur, et que le firm core ne doit jamais être attaqué. Pourquoi? Mais parce que si on l'attaque, la théorie disparaît, le programme de recherche s'effondre, etc., etc. Feyerabend, bien sûr, ne peut pas suivre une telle doctrine parce qu'elle est dogmatique. Elle consiste à conserver des programmes de recherche qui ne servent à rien. Même si, et là c'est très compliqué toujours chez Feyerabend parce qu'il y a toujours un sous-argument, même si Feyerabend a un autre principe qu'il appelle le principe de ténacité, qui fait que quand notre programme de recherche est en difficulté, nous ne sommes pas obligés de l'abandonner. Je n'ai pas peur quand un programme de recherche ou une théorie a une difficulté avec l'expérience, on doit abandonner la théorie parce que l'expérience a dit que la théorie était fausse. Paul Feyerabend dit que la théorie et l'expérience sont à égalité. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Mais parce qu'une nouvelle théorie peut réinterpréter les faits et changer le résultat. Donc là encore, il y a un problème avec le firm core de la Katoche. Donc tout le monde veut la critique, mais chacun est obligé d'avoir un peu de dogmatisme. Popper dit qu'il faut garder une théorie jusqu'à ce qu'elle ait accouché de ce qui est intéressant, et donc il ne faut pas l'abandonner trop tôt. Donc Popper, qui est le champion de la critique, est quand même d'accord pour dire que de temps en temps, la science est un peu dogmatique. Bon, jusqu'où peut-on aller dans le dogmatisme? Si vous prenez la théorie de Kuhn, on a exactement la même chose. On a ce qu'il appelle la science normale, qui marche selon les règles habituelles de la science. Et cette science normale rencontre d'abord des anomalies, donc les choses ne marchent pas comme ça devrait marcher. Puis, comme les anomalies ne se résolvent pas, elle rencontre ce qu'il appelle la difficulté. Et quand il y a la difficulté, il faut pouvoir la résoudre, sauf que les canons de la science ne permettent plus de la résoudre. Et à ce moment-là, on bascule dans la science révolutionnaire, où c'est le sauf qui peut, chacun fait ce qu'il peut, etc., jusqu'à ce qu'on trouve un accord. Bien. Donc la science est la plupart du temps dogmatique et de temps en temps révolutionnaire. Évidemment, Paul Feyerabend conteste complètement cette thèse dans un livre qui s'appelle Deux lettres à Thomas Kuhn sur une version préparatoire, draft en anglais, de la structure des révolutions scientifiques. D'après lui, la science est
la plupart du temps révolutionnaire. Et à ce moment, en ce sens, c'est un trotskiste, la révolution permanente. La science est la plupart du temps révolutionnaire et de temps en temps seulement normale. Bien. Troisième manière de lire cette rationalité, la linéarité de l'évolution de la science et le cumulativisme qui l'accompagne, et ce qu'on appelle ordinairement le progrès. Donc, les premières théories font une étape, les deuxièmes théories font l'étape suivante, les troisièmes théories, et la science s'accumule comme ça. Bien. Quand on étudie l'histoire de la science, on voit que ce n'est pas le cas. La science fonctionne souvent par des renoncements, par le rejet de ce qui a été fait, etc. Comment Feyerabend trouve-t-il ceci? Il regarde l'histoire des sciences. C'est la génération qui a été le plus influencée par l'histoire des sciences. Donc, Lakatos, Feyerabend, Kuhn, c'est la génération qui a été le plus influencée par ce que nous apprend l'histoire des sciences. Et cette histoire des sciences est conduite par des gens comme Annelies Meyer, Alexandre Koyré, Herbert Butterfield, qui a écrit ce fameux livre sur The Origins of Modern Science. Et cette histoire des sciences nous montre que c'est une philosophie des ruptures dans lesquelles interviennent des phénomènes politiques, des phénomènes hors de la science, et ces phénomènes ont une importance directe dans la science. Ces enseignements, Feyerabend les utilisera beaucoup par la suite. En particulier, sur la question de la réalité, il l'utilisera. Il y a une réalité au-delà de la réalité proprement scientifique. Autre possibilité, ces réalités se logeraient-elles dans le cheminement disruptif dont je viens de parler? Eh bien, à ce moment, on rencontre la théorie de Kuhn, mais j'ai déjà dit quelles étaient les réserves qu'il avait pour Kuhn. Autre possibilité, est-ce qu'on la retrouverait donc dans la confusion qui entoure l'Eureka? On l'a trouvée. Et qui fait on a à la fois la fierté de la découverte et l'aveu qu'on ne comprend pas bien ce qu'on a découvert. Et là, on rencontre des choses comme celle qu'a écrite Paul-Henri, etc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Cela pose beaucoup d'autres problèmes en rapport avec, par exemple, la difficulté qu'on a appelée la différence entre le contexte de découverte et le contexte de justification. Est-ce que la rationalité de la science consiste à rendre compte de la manière dont on découvre les choses dans la science, ou est-ce qu'elle consiste à rendre compte de la manière dont on explique ce qu'on a déjà trouvé? Selon que vous prenez la première ou la deuxième hypothèse, vous n'avez pas les mêmes résultats. Et Feyerabend ne choisit pas entre l'un et l'autre. Il dit que la découverte et la justification sont comme l'amont et l'aval d'un même fleuve. Vous n'avez pas de justification si vous n'avez pas une découverte avant. Où est le lièvre, demande Hansen. Vous avez la meilleure recette du lièvre. Mais où est le lièvre? Il n'y aura pas de recette de lièvre s'il n'y a pas de lièvre. Donc, il faut avoir la découverte. Et une fois qu'on a la découverte, on peut éventuellement avoir la justification. Mais vous aurez la justification de la découverte. Donc, il y a une solidarité et une interconnexion indéfinie entre la découverte et la justification, une sorte de va-et-vient incroyable, ce qui nous rend circonspects. Un certain nombre d'aspects que nous n'aimons pas faire voir dans la science interviennent donc dans le contexte de découverte. L'autobiographie, l'idiosyncrasie, l'histoire, le contexte politique, l'argent, etc. Paul Feyerabend dit que les scientifiques sont plus sensibles au dollar ou aux marques qu'aux arguments, etc., etc. Bien. Donc, ces éléments du contexte de découverte vont avoir une importance fondamentale aussi dans la science. Mais ils ne sont pas les seuls. Ceux qui n'aiment pas le discours de Feyerabend n'entendent que ce morceau. Mais Feyerabend a un deuxième morceau où il dit que les éléments rationnels aussi jouent un rôle. Il n'y a pas que les éléments que l'on classerait dans l'irrationnel, et d'ailleurs que Feyerabend a une difficulté avec cette chose-là. Cette question, clairement posée dans le compte de la méthode, le livre dans lequel il donne aussi des réponses directes, consiste à dire que cette distinction fait partie des choses, distinction, découverte, justification, fait partie des choses dont se gargarisent les philosophes des sciences, mais qui ne sont pas des questions que se posent les scientifiques. Encore revient la question de que fait la science réelle, qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Bien. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je suis quasiment à la fin. Bien, donc je vais passer très rapidement. Donc on aurait pu aller regarder la traduction de cette rationalité dans la cohérence. Et là, Feyerabend a une idée, c'est que les contes de fées aussi sont cohérents. Et donc si vous n'avez que la cohérence, il vous manque le côté empirique. Et ce côté empirique, il va falloir le trouver. On pourrait le trouver dans la défense que l'idée selon laquelle la science fait l'accord des esprits. Mais dans la science, il y a beaucoup de controverses. Il y a des controverses même tout le temps.
Et donc, même l'accord d'esprit ne rend pas compte de cette rationalité scientifique. Alors, la question serait, quand ces explications et compréhensions sont recevables, et là, nous entrons dans des grandes discussions dont je ne vais pas parler. Donc, comment rendre compte? On a dit, comment rendre compte? Je vais répondre rapidement et dire ce qui reste. Comment rendre compte? C'est la question de savoir s'il y a quelque chose qui distingue la science de la non-science. Cette question-là, c'est ce qu'on appelle le problème de Kant. On l'appelle encore le problème de la démarcation. Donc, là-dessus, Lakatosh, qui était un esprit extrêmement brillant, a encore résolu l'affaire. 3 grandes positions sur la question de la démarcation. 1. Il y a une distinction entre la science et la non-science, et il y a un critère pour reconnaître cette distinction. Lakatosh appelle ça le positivisme militant. Donc, le fait que devienne pas peur, tous ces gens-là sont dans ce cadre-là. Maintenant, le critère distingue selon les écoles. Chez Popper, c'est la falsifiabilité. Chez le premier Carnap, c'est la vérifiabilité. Chez le second, c'est la confirmabilité. Chez Fonio, c'est les constatiers Rungen, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, je vais passer. Deuxième réponse, l'autoritarisme élitiste. Oui, il y a une distinction entre la science et la non-science, mais non, il n'y a pas de critères. Si vous voulez savoir ce qu'est la science, vous regardez ce que font les scientifiques. La science, c'est ce que pratiquent les scientifiques. 2 grands auteurs défendent cette thèse. Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, et Michael Pollan, dont je parlais tout à l'heure, Personal Knowledge. Bien. Troisième réponse, qui est la réponse de la personne de qui on parle aujourd'hui, c'est Paul Feyerabend, l'anarchisme. Il n'y a pas, dit-il, de distinction intemporelle entre la science et la non-science. La distinction entre la science et la non-science varie à travers le temps. Ce qu'était la science grecque n'est pas ce qu'est notre science, qui ne sera pas la science de demain, etc., etc. Donc, si on veut essayer d'établir une distinction définitive entre la science et la non-science, on sort de la science pour entrer dans ce qu'il appelle le dogmatisme. Bien. Donc, ça c'était comment on rend compte. On aurait pu rendre compte par l'expérience. Pour cela, il faut que l'expérience puisse parler par elle-même. Mais l'expérience elle-même est guidée par des théories, elle est guidée par les questions. Popper dit une chose très étonnante, mais tout à fait vraie. Si on vous met dans une salle et on vous dit observer, vous êtes obligé de dire quoi? Quoi? Donc l'observation est toujours dirigée. Elle est dirigée par quoi? Par des théories. Et les théories disent ce qu'on va observer et donc ce qu'on ne va pas observer. N'est-ce pas? Et donc il y a toute une sélection comme ça du fait de la théorie, etc. Maintenant j'arrive au dernier point de mon exposé. Quid donc de la réalité? Qu'est-ce que c'est que cette réalité dont on doit justement rendre compte? C'est à la fois tout l'intérêt, parce qu'une science qui ne dit rien qui ne dit pas la réalité n'a absolument aucun intérêt, et le terrain de dispute par excellence. De l'intérieur de la science, comme de l'extérieur de la science, ce qui est l'autre. Dans la science, parce que l'unanimité n'y est pas, les écoles, les laboratoires, etc. s'opposent, on a vu ça tout à l'heure, contrairement à ce que disent des philosophes comme Kuhn. À l'extérieur de la science, parce que d'autres intérêts entraînent évidemment d'autres éclairages du réel, d'autres questionnements, et comme on peut s'y attendre, d'autres appréhensions du réel. Et là, on va arriver à cette chose de l'abondance du réel. Ici, on est devant 2 possibilités. La science est-elle un instrument pour est-elle un instrument pour décrire la réalité, ou la science décrit-elle simplement la réalité? Selon que vous êtes un instrumentaliste, vous savez que votre instrument peut être limité. Les gens comme Bohr sont de ce côté-là. Selon que vous êtes un réaliste, vous dites que la science entre dans l'intimité de la réalité et que ce qu'elle dit est ce qui doit être dit. Bien. La position de Feyerabend est nuancée selon les périodes. L'enjeu de cette question de la réalité, c'est qu'il va falloir l'identifier. Est-ce que la réalité est dans l'apparence, ce qui nous apparaît, les phénomènes? Certainement pas. Platon nous a avertis, attention aux apparences. Et Feyerabend nous dit que chacun voit selon sa théorie, selon son éducation, sa culture, etc., ses attentes, ses lunettes. Hanson nous dit que on voit ceci ou on voit cela, mais on ne fait que voir. Mais on voit comme. Mais nous on ne fait que voir. Celui qui ouvre les yeux voit un canard ou un lapin. Mais il ne voit pas les 2 en même temps. Donc, l'idée que ça serait les apparences est un peu bizarre. Est-ce que ça serait l'arrière-monde? Quelque chose qui a derrière nos énoncés, qui ferait donc l'accord des esprits, etc. Comme dit Kant, on aurait l'expérience à main. Ça ne marche pas non plus, parce que la différence entre l'apparence et les arrière-mondes, Feyerabend la refuse.
dans sa théorie de la réalité, il refuse cette distinction. Est-ce que la réalité serait ce à quoi l'expérience nous répond? Popper dit que si nous proposons notre théorie, l'expérience nous répond par un oui mou, c'est-à-dire que jusqu'à présent ça marche, mais on ne sait pas si ça continuera à marcher, il appelle ça la corroboration, ou par un non catégorique, parce que quand elle nous répond non, on ne peut plus rien faire. Bon, c'est compliqué si on sait que l'expérience est elle-même dirigée par la théorie. Est-ce que, comme chez Michael Polanyi, ce sont les poupées russes? Polanyi dit que quand on a une théorie, on fait une théorie pour quelque chose, ce quelque chose nous permet de résoudre un certain nombre de problèmes, puis on s'aperçoit que d'autres problèmes qui n'étaient pas résolus depuis ce temps-là trouvent une solution à travers ce qu'on a trouvé. On a vu ça avec les particules, les antiparticules et d'autres choses comme ça. Et il dit que la réalité, c'est comme des poupées russes. Et quand la science touche la réalité, quand elle entre en contact avec le réel, comme il dit, on voit qu'il y a une cascade de conséquences heureuses qui se passent, etc. Est-ce qu'on peut faire ça? Plutôt, Feyerabend serait plutôt de ce côté, mais il ne le dirait pas autant. Quelle serait la réponse de Feyerabend? C'est qu'il faut entretenir une discussion continue et volontairement débridée, et que c'est comme cela qu'on peut arriver, qu'on ne sait ni ce qu'on cherche, ni comment c'est, ni à l'avance comment le trouver, la méthode, et surtout pas comment le dire. La réalité, elle est ineffable selon Feyerabend. Donc, l'idée c'est, il faut être ouvert. Hein. Ce n'est pas du pyrrhonisme, parce qu'il ne refuse pas qu'on puisse trouver la réalité. Feyerabend est un philosophe extrêmement optimiste. Il pense que les solutions sont disponibles, y compris là où on ne les attend pas. Chez les scientifiques, via des élaborations de leur théorie, mais aussi hors du cercle des spécialistes, chez les laymen, comme il dit, hein, qui peuvent parfois les énoncer naïvement, ce qui n'enlève rien à leur contenu. Que pourrait être l'hypothèse qu'on a en commun la réalité? Ça nous exigerait d'autres commentaires que je ne peux pas faire parce que malheureusement, je suis largement au-delà du temps qui était imparti. Je vais dire 2 ou 3 petites choses pour finir sur ce sujet. Je vais dire 2 ou 3 choses sur ce sujet pour finir. Sur le genre de réalisme que l'on peut avoir, et je m'arrête. Je reviendrai par la suite, mais dans la discussion sur quelle importance tout ça peut avoir pour l'Afrique. Donc, il faut d'abord caractériser la réalité. Une bonne manière d'entrer dans le traitement de cette question pourrait consister à demander à Feyerabend qu'est-ce que c'est que la réalité, comment elle se la représente, et comment cette représentation affecte l'ensemble de sa philosophie, de ses conceptions politiques, etc. Je ne vais pas faire le reste des conceptions politiques. Sur le premier point, on dira que de la réalité qu'elle est riche, elle est multiforme, elle est multifacette, elle est plurielle, elle est plurivoque, elle est irréductible, elle est inenrégimentable dans les théories, donc les théories ne peuvent pas enrégimenter la théorie. Et finalement, le mot qui résume tous les autres, elle est abondante. Voilà ce que dit Feyerabend. Donc, est-ce qu'elle peut donc se réduire à la science? Et la réponse est évidemment non. La science dit la réalité, elle dit une partie de la réalité, mais elle ne peut pas dire toute la réalité. Donc le réalisme matérialiste scientifique n'est pas exact. Ça pose la question de quelle est la valeur de la science, quelle est son autorité, etc. Je ne vais rien dire là-dessus. Je dis un mot pour finir sur la métaphysique de l'abondance. Donc, 3 grandes thèses. 1, la thèse de l'abondance. Le monde est plein, selon Feyerabend, et varié, avec de nombreux types de choses et d'événements. Des arbres, des rêves, des levées de soleil, des dieux aussi, des rivières, des personnes vivantes, un monde instable, un monde dans lequel il arrive du hasard, etc., etc. Tout le monde comprend que les théories déterministes, etc., ne vont pas de ce côté. La deuxième thèse, c'est la thèse de l'ineffabilité du réel. La réalité ultime, si quoi que ce soit existe de ce type-là, est ineffable. Feyerabend est un philosophe qui a été très influencé par Wittgenstein, et ça c'est aussi une des influences qu'on n'étudie pas assez, mais ça représente ce dont on ne peut pas parler, on ne peut pas en parler, etc. Sauf qu'il ne dira pas qu'il faut le taire. Troisième thèse, c'est la thèse d'Aréopage. Ce que nous savons, ce sont des différentes formes de ce qu'il appelle les réalités manifestes. C'est ça que nous savons. Mais l'ultime réalité, elle nous est
il nous est inaccessible. Attention, Feyerabend n'est pas un kantien. Il ne dit pas il y a des phénomènes et des noumènes, les phénomènes sont connaissables, les noumènes ne sont pas connaissables. Il ne dit pas tout. Dernier principe, le principe d'Aristote. La réalité est ce qui a une importance dans la vie humaine, dans la vie des gens. Donc la réalité, ce ne sont pas seulement des atomes, c'est beaucoup plus que cela. N'est-ce pas? Voilà. Donc tout cela nous donne des choses sur lesquelles nous devons réfléchir. Un, la fameuse mission de la science selon laquelle elle doit dire compte de la réalité. Si elle réussissait, ça donnerait l'appauvrissement généralisé, l'unilatéralisme et le réalisme scientifique dont je parlais tout à l'heure, dont on voit bien les limites. Deux, la critique du réductionnisme. C'est le fond de la pensée de Feyerabend. La science réduit et elle réduit indéfiniment, alors qu'il y a abondance, luxuriant de la réalité. Il faut ouvrir l'œil sur la seule luxuriance. On aurait pu dire d'autres choses. La grande leçon à tirer de Feyerabend est qu'il aurait été non pas le pire ennemi de la science, comme on l'a souvent dit, mais le grand adversaire du scientisme, sous toutes ses formes, du dogmatisme qui les accompagne, qui accompagne souvent cette croyance, et des conséquences désastreuses de la combinaison des deux. Et cette combinaison des deux accouche de ce qu'il appelle l'intolérance. L'intolérance, il appelle encore ça il appelle ça l'intolérance, il appelle encore ça la non-reconnaissance des approches concurrentes, la nécessité d'insister, de ne pas souscrire à ce qu'il appelle l'impérialisme scientifique. Voilà. Cela n'enlève rien à la valeur de la science, contrairement à ce qu'on a toujours dit. Cela réduit simplement la partie que la science occupe et cela donne une place pour que nous ayons d'autres réflexions dans une vie qui est plus riche et plus grande que la science. Je vous remercie.